messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Sport à la Une. Alors, le stade de Demba Diop fermé dès mercredi prochain. Le ministre des Sports a annoncé la décision ce matin après une visite sur le site. Du basketball dans cette émission. Les Lions rentrent ce soir à 5 jours du démarrage de la Coupe du Monde. Ils viennent de boucler 5 matchs de préparation au bilan plutôt mitigé. Ce soir, nous vous proposons d'aller à la rencontre de 2 footballeurs qui nous racontent leurs conditions de vie, leur environnement de travail dans un championnat dit professionnel. Le statut du sportif de haut niveau, justement, il en est question dans la réforme des textes demandés à l'époque par Mbagnick Ndiaye, ancien ministre des Sports. Celle-ci est prête et ne demande qu'à être adoptée. L'AS Pikine qui a vécu une année de rêve avec 2 titres remportés cette saison. Le secret d'une réussite avec un entraîneur rompu à la tâche, Alassane Dia, et notre premier invité, l'un de nos invités ce soir, puisque l'autre invité est également sur le plateau. Il s'agit d'un sportif et conseiller du président de la République, Ndongo Ndiaye. Avec lui, vous vous doutez bien qu'on parlera bien sûr de ces réformes de texte, du statut du sportif de haut niveau, plein de sujets dont nous débattrons à bâton rompu. Et puis Alain Giresse, publiciste demain. Il s'agit bien sûr des 23 Lions qui doivent jouer les éliminatoires de la CAN 2015 contre l'Égypte et le Botswana, les championnats européens, notre chroniqueur hippisme Madio Père, tout ça dans Sport à la Une. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité, cher Tidiane Diao Malal Junior. Bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Bonsoir, Ndongo. À nos invités. Bonsoir, Alassane. Bonsoir, Ndongo. Bonsoir, mon Fatou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va tout de suite commencer par l'actualité la plus récente, celle du jour en tout cas, avec la fermeture du stade Demba Diop, cher Tidiane, annoncée par le ministre des Sports. Oui, donc le stade Demba Diop qui va fermer ses portes à partir de mercredi prochain pour une durée de 4 mois, on s'y attendait. Mais l'annonce a été officialisée ce matin par le ministre des Sports, Matar Ba. Il a fait une visite de prospection sur le site et les travaux doivent démarrer dans la foulée. Je propose d'écouter le ministre au micro de Chertidiane Diol. Nous avons discuté parce que je pense que c'est dans la concertation qu'on peut faire les choses et qu'on arrive à faire des résultats. Après discussion, nous avons décidé de fermer le stade Demba Diop à partir du mercredi et que les travaux vont démarrer jeudi, Inch'Allah. Nous avons discuté aussi avec l'entrepreneur parce que vous savez que dans le cahier de charge, les travaux doivent durer 4 mois. Et 4 mois, à mon avis, et il l'a compris, c'est un peu long parce qu'il y a le mouvement Nawetan qui est là, qui doit faire ses compétitions. Mais aussi il y a d'autres disciplines, d'autres fédérations qui devraient pouvoir utiliser le stade Demba Diop. 2 grands travaux, c'est le gazon, mais aussi la grille de protection. Ça, c'est les plus grands travaux. Mais nous avons fait le tour. Nous savons que le stade Demba Diop aussi a besoin de travaux supplémentaires. C'est par rapport à l'étanchéité, c'est par rapport aux dalles, mais aussi tout le monde sait qu'au stade Demba Diop, il n'y a pas d'éclairage. Les projecteurs, c'est un problème important. Et aujourd'hui, nous sommes en train de trouver les solutions avec l'entrepreneur, avec les techniciens pour voir comment remédier à ça. Voilà donc la sortie de Matar Ba. Malal, tu disais une décision courageuse. Courageuse qui vient à son heure, mais il ne faudrait pas seulement se limiter à la pelouse, à l'éclairage, mais également à la tribune presse. Mais il y a les vestiaires également. Moi, c'est ce qui me pose le plus problème parce que de la tribune de presse, on sent la mauvaise odeur qui provient des vestiaires, alors que c'est des joueurs professionnels qui sont là-bas. Je pense que c'était ça-là, il faut fermer, même s'il faut 1 an, et tout refaire. Voilà, je pense que le coach, lui, connaît bien. Il a parfaitement raison de dire que souvent, vraiment, il y a une puanteur dans les vestiaires, mais nous, on est obligé de faire avec depuis quelques années. C'est extraordinaire. Ah oui, ça c'est... Je ne sais pas comment vous faites. Puisqu'on ne peut pas refuser d'y être, parce qu'on est obligé de jouer, on fait avec.
Mais j'avoue qu'après, on est très pressé de partir. Hein. J'imagine. Alors, Ndongo, on a remarqué qu'il y a une série de réflexions dans plusieurs stades, que ce soit récemment Léopold Sédar Senghor, Amadou Barry de Guédiawaye, Aline Sitoé Diatta à Ziguinchor. Et pourtant, on se rend compte que finalement, en fait, le problème des infrastructures reste le principal problème, en fait, dans le sport sénégalais. Comment vous expliquez un peu ce retard accusé dans la réflexion et dans les infrastructures ici au Sénégal? Oui, mais enfin, tout c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, il faut dire, c'est un problème qui a suffisamment duré et que aujourd'hui, heureusement que les autorités ont senti la nécessité d'y remédier, et je pense que des pas énormes ont été pris. Il reste beaucoup à faire, parce que non seulement il faut quand même refaire quelques stades, mais aussi il faut en faire de nouveaux. Parce que je crois que c'est là où le bas blesse. Je crois que nous tous avons intérêt à nous concentrer plus vers une politique d'infrastructure. Je crois que c'est une demande qui est là. Très forte. Et que le gouvernement actuel est en train de faire de son mieux pour remédier à cela. Il y a des pas qui sont franchis, mais il reste beaucoup à faire. Ouais. Alors, Alassane, justement, l'année prochaine, vous devez jouer l'Afrique. Et il va se poser cette question brûlante, donc des infrastructures. Vous devez jouer à domicile. J'ai entendu le président Modou Fall se plaindre de l'état de son stade également. Il demande la réfection et des vestiaires et de la pelouse. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire là, dans l'urgence? Parce que l'Afrique, c'est pour bientôt. Mais bien sûr, c'est pour demain, l'Afrique. Je pense que moi-même, j'ai lancé un appel du pied. Ce stade-là s'est dégradé à une vitesse vertigineuse. C'est incompréhensible. Il y a quelques années de cela, je le rappelais, l'équipe nationale féminine qui a reçu son homologue marocain dans un match international, ce qui veut dire que la CAF l'avait accepté. Le stade de Mbour, à l'époque, sous les ordres de Ablaye Sarr, il avait joué, je crois, contre le Oroya de Conakry, un match également de coupe CAF, ce qui veut dire que donc c'était encore au nord. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, il faut entrer dans les toilettes également. Le principal problème, c'est sur les toilettes. La puanteur. Les toilettes, la puanteur, l'entretien, et puis la pelouse qui se dégrade également de manière incompréhensible au bout de 2 ans. C'est aujourd'hui devenu un champ de patates. C'est 2 ans. Moi, je pense que c'est ça le problème du Sénégal. On parle de construire des infrastructures, mais après, quand même, il faut savoir les maintenir. C'est construire en stade et au bout de 2 ans, il faut encore réfectionner. Je pense que vraiment, c'est pas la peine. Ça aussi, c'est exactement ce que je disais. C'est exactement là où se situe le problème. Aujourd'hui, avec le peu de moyens que le sport dispose. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde dit que le sport doit avoir plus de moyens. C'est normal qu'on demande plus de moyens. Mais ce qui est important, il faut aussi qu'on ait une politique pour conserver ce qu'on a. Et ça, il faut que les gens qui reçoivent ces biens de l'État, d'un partenariat public. Oui, il faut qu'ils gardent ces bijoux jalousement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'en 2 ans, Pékin perde son terrain. C'est pas normal. Et dans 2 ans, Guédiawaye peut-être va perdre son terrain. Un petit bijou là-bas, il faut le conserver. Et ça, c'est pas à l'État central de le faire. Bien sûr qu'on doit faire mais c'est aux populations, c'est aux usagers de ces infrastructures de vraiment faire l'effort de garder ces trucs. Parce que nous aussi, l'État a beaucoup d'autres priorités. Mais non, excusez-moi de vous couper. Par exemple, à Guédiawaye, les populations ont demandé à ce qu'il y ait un comité pour la gestion du stade, non pas d'une direction. Ça également, je crois, ça peut être l'alternative. Au lieu de vous mettez en place un comité avec des gens des différentes structures capables de gérer le stade. Mais Malal, ça, l'un n'exclut pas l'autre. Parce que avoir un directeur ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un comité de gestion. Vous pouvez avoir l'interlocuteur de l'État qui a construit parce que nous aussi, quand l'État construit une infrastructure, il ne peut pas la laisser comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente cette... Pourquoi pas une entreprise aussi sous-traitante, spécialisée comme ce qui s'est passé pour le stade Léopold Sédar Senghor? C'est possible.
c'est possible, mais tout ça, ça demande un engagement des usagers. Il faut que nous aussi, qu'on prenne les choses en main. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'on utilise, parce que, excusez-moi du terme, il y a beaucoup d'équipes qui creusent les pelouses pour y mettre des ronds. Ça aussi, ça se fait partout. Ça pose problème. Les pelouses sont dégradées. Il y a la lutte qui vient, qui prend les pelouses. Il faut que vraiment qu'on prenne nos infrastructures avec un peu plus de jalousie, un peu plus de patriotisme. Parce que quand une belle infrastructure est construite dans une localité, c'est aux habitants de cette localité de prendre en charge, de vraiment être jaloux vis-à-vis de cette infrastructure. J'avoue que le principal problème souvent, peut-être il y a les vestiaires, les toilettes, la lumière, mais l'aire de jeu, là où doit se produire le spectacle, c'est là où le bas blesse. Quel genre de matière a-t-on mis en place? Parce que moi j'ai vu le stade de Ziguinchor. Il est à réflexion, non à cause de la pelouse, mais je pense à cause des gradins. Mais la pelouse reste encore de qualité. Et j'ai remarqué comment les gens qui sont là-bas veillent même aux chaussures que portent les pratiquants qui entrent. Parce que nous nous sommes déplacés et lorsque nous y tenions une séance d'entraînement, le monsieur qui gérait le stade, écoutez, il était très vigilant, il disait, monsieur là, vous n'avez pas le droit d'accéder dans l'aire de jeu. C'est pas son problème là, de savoir si toi tu es joueur ou pas. C'est vrai. Et ça c'est important. Il fut un temps, on avait commencé par exemple au stade Alassane Djigo. Je me rappelle, ça avait démarré dans les premiers moments. Mais après, maintenant, bon, puisque tout le monde vient jouer à des heures très avancées, on n'a plus le temps de veiller sur les chaussures que les gens mettent. Parce qu'à Demba Diop, par exemple, il y a des gens qui payent 100 000 pour venir jouer un match amical. Des gens qui viennent jouer tard dans la soirée, 50 000 pour jouer des matchs entre... Et il y a des chaussures qui ne sont pas adaptées au terrain. Voilà, je me souviens, je peux vous donner mon exemple. À chaque fois que je vais... Parfois sur des sites, on me demande d'enlever mes chaussures parce que souvent les chaussures. Moi, il n'y a pas Ziguinchor. J'ai vu le monsieur là. Voilà, c'est pas bon pour le gaz. Mon ami de Madame me dira son nom, mais ça, c'est ce monsieur-là, il est très vigilant. Mais il y a aussi donc, Nongo, aussi une question d'expertise. Au risque de vous énerver. Une question d'expertise par rapport à la pelouse, à la matière. Il y a beaucoup de choses aussi. C'est pas seulement qu'on entretient. Oui, mais je suis d'accord, hein, mais je peux vous confirmer que dans les stades récents, les pelouses récentes qu'on a posées à Guédiawaye, à Bourg, à Saint-Louis, tout ça, c'est de très bonnes pelouses de bonne qualité. Très bien. Et que si on les maintient avec beaucoup de rigueur, je crois qu'on peut espérer les avoir dans la durée. Il y a aussi du matériel qui doit accompagner cette pelouse-là. Parce que je n'ai pas vu à Pékin, je n'ai pas vu au stade Demba Diop, je n'en ai vu qu'à Ziguinchor aussi. Il y a une machine qui doit à tout le temps rebrosser la pelouse. Il me semble même qu'on avait proposé à l'époque, je crois que Dakar Sacré-Cœur, qui l'a, et qui doit par conséquent à de bonnes pelouses, puisse des fois mais ça tendre le gazon pour le stade Demba Diop. Parce que le stade Demba Diop, finalement, c'était des La réflexion est ouverte. Alassane Dia, peut-être un appel à lancer là-dessus, parce que, comme vous dites, vous voulez recevoir à domicile l'état du stade. Moudoufal a dit que si le stade n'était pas réfectionné, il ne jouerait pas l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Bon, c'est peut-être sur un coup de tête de Moudoufal. Lui, il est très rusé pour faire appel à faire venir les gens. Mais je pense quand même que Pékin a besoin de jouer dans son stade. Son stade ressemble un peu à ce qui se fait, en tout cas, en matière de chaleur, de contexte en Afrique. Pékin est novice. Pékin a besoin de son public dans son fétiche stade. Si on veut passer des doutes. Maintenant, j'avoue qu'on peut aller jouer à Amitié. Léopold Sédar Senghor. Certainement sera Léopold Sédar Senghor. Ça sera fini. Mais la particularité de Pékin, mon cher, c'est que c'est un chaudron. Très bien. Ça aussi, je crois qu'il est aussi important aussi donc de lancer aussi un appel aux collectivités locales. Parce que les collectivités locales aussi sont des acteurs qui sont aujourd'hui, qui ne participent pas normalement au développement du sport.
Parce que le sport aujourd'hui, quoi qu'on dise, est trop centralisé sur l'État central. Tout le monde dit que voilà, l'État ne fait pas ça, l'État ne fait pas ça. Mais les collectivités locales doivent participer. Parce qu'aujourd'hui, si Pékin gagne, c'est bien sûr le Sénégal qui gagne, mais c'est d'abord Pékin qui gagne. Et ça, la collectivité locale de Pékin doit faire quelque chose. Ces collectivités locales-là, souvent, quand même, ils sont exsangues avec des budgets très très petits. Ils sont obligés... Il faut qu'ils manifestent la volonté. Souvent, avec la priorité, c'est très difficile de faire de la place au sport. Il faut qu'ils manifestent la volonté d'appuyer, parce qu'au moins, même s'ils ne peuvent pas appuyer sur le plan financier, mais qu'ils appuient sur le plan logistique, qu'ils mettent à disposition des personnes qui doivent nettoyer les terrains chaque fois. Très bien. Ça, merci Ndongo. On aura l'occasion de reparler un peu de l'environnement du sportif dans notre pays, mais on va tout de suite, cher Tidiane, faire le point sur l'équipe nationale de basket du Sénégal qui normalement a déjà quitté Séville. D'abord, Manfatou, on va s'intéresser sur la liste des 12 lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal pour ces championnats d'Afrique. Nous avons Zan Dalmeida, Viendoy, Ibrahim Nian, Malendoy, Mohamed Faye, Mohamed Diop, Ibrahima Thomas, Maurice Sundour, Amad Ndiaye, Gorgui Sidian, Papabdo Badji et Djibril Thiam. Ce sont ces 12 qui vont représenter le Sénégal en Espagne. Donc trois joueurs ont quitté cette sélection. Il s'agit de Louis Adam qui était à Abidjan pour les championnats d'Afrique, Pape Sadia Oudiata également. Et je pense ils sont trois. Sayer pour blessure, exactement. Sayer qui quitte la sélection pour blessure. Donc ces Lions du Sénégal, Manfatou, vous l'avez dit dans le sommet, ils ont disputé 5 matchs amicaux et parmi ces 5 matchs, les Lions ont gagné à 2 reprises. C'était face au Mexique. Au Mexique, une victoire de 4 points d'écart. Les Lions qui battent l'Estonie avant d'être battus par cette équipe d'Estonie. C'était tout juste hier avec un écart de 12 ou 13 points si je ne m'abuse. Entre-temps, quand même, on s'est fait corriger par l'Espagne et la République dominicaine. Alors, Ndongo qui est là, qui a été ancien basketteur. Alors... quelle impression vous avez de cette équipe sénégalaise? Vous la voyez au point ou bien? Oui, je crois que les résultats des matchs de préparation peuvent refléter exactement quelle équipe on a. Il faut pas se leurrer parce que je crois qu'il est important de se dire la vérité. La vérité est que le basket, c'est pas seulement le basket sénégalais, c'est le basket africain n'a pas encore atteint le niveau mondial. Ça, c'est important. Aujourd'hui, si on arrive à gagner devant le Mexique, si on arrive à gagner une fois devant l'Estonie, c'est important, c'est des pas de géants, parce que le premier, le deuxième du moins, c'est une équipe est-européenne. Oui, c'est ça, ils sont très forts en basket. L'autre aussi, c'est une équipe mexicaine qui est une équipe de l'Amérique du Nord, qui a une très belle expérience dans le basket. Donc c'est important, on a fait des pas, mais il faut comprendre qu'aussi qu'on ne peut pas aller là-bas et prétendre battre des grandes équipes, on n'a pas encore ce niveau. Je crois qu'il faut se faire de l'expérience, il faut se faire du vécu, et je pense que... Pour préparer la prochaine CAN notamment. Exactement. Maintenant, il s'avère que malheureusement, souvent, en équipe nationale, les préparations sont heurtées, il y a des problèmes de primes. D'ailleurs, on disait que l'équipe nationale risquait de boycotter même le retour et la remise du drapeau national pour des histoires de primes, encore une fois. Donc, vous, en tant que conseiller sport du président de la République, comment vous gérez ces situations au quotidien? Chaque jour, il y a une équipe nationale, une délégation qui se plaint de ne pas avoir reçu ses primes à temps. Chaque fois que j'entends quelqu'un se plaindre, je perds une partie de mes cheveux. Ça, donc voilà, finalement, je deviens Bolt, comme on dit. Mais bon, je pense que c'est... Voilà, c'est important de mettre le débat, le grand débat devant tout le monde. Je crois qu'on a aujourd'hui intérêt à poser le débat de la haute compétition. Comment gérer notre haute compétition? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de tout faire et on ne peut pas tout faire. On est sur tous les fronts, on ne peut pas être sur tous les fronts. Aujourd'hui, la haute compétition se résume en cette phrase. L'État fait tout et à la fin, tout le monde critique l'État, on n'a pas eu les moyens, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et que le problème,
y a ce manque de moyens. Il y avait ce manque de moyens l'année dernière, il y a ce manque de moyens peut-être cette année, il y aura ce manque de moyens l'année prochaine. Le problème est là, il sera là. Et qu'est-ce qui va être fait pour solutionner ce problème-là? Ce problème-là, c'est que nous qui sommes les acteurs du sport, avons le devoir aussi de maximiser ce qu'on peut avoir. Par exemple, je disais à Manfatou avant le truc, quand on donne 5 000 francs pour aller au marché, il ne faut pas penser au paella, parce que tu as 5 000 francs. Alors, quand tu as 5 000 francs, il faut penser à acheter ce que 5 000, le budget de 5 000 francs. Alors donc vous étiez international, vous avez joué pour l'équipe nationale de basket du Sénégal. Est-ce qu'à l'époque, vous pensiez de la même façon qu'aujourd'hui? C'est sûr que j'ai changé de position. Ça m'a permis de voir beaucoup plus large, bien sûr. Mais quand même, avoir plus large, ça me permet, je ne dis pas qu'on force les choses, mais qu'on pose le débat entre Sénégalais d'abord, entre sportifs. Parce qu'aujourd'hui, il est important que les Sénégalais sachent qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Je donne l'histoire. Il y a un ministre, François Bob, par exemple, il avait dit qu'il y avait 8 équipes sortables. Il appelait les équipes sortables, les équipes qui pouvaient sortir du pays. C'est ces 8 fédérations. Et ensuite, ce ne sont pas des fédérations qui sont figées, ce n'est pas une liste figée, ce n'est pas une liste totalement bloquée. Une équipe peut sortir de là, une autre équipe peut entrer. Ça veut dire que quand tu fixes une limite, les équipes là qui doivent sortir, les équipes qui sont là, peuvent changer de statut quand elles ne produisent pas. Mais non, ça c'est de manière générale, on parle de manière générale, mais pour ce cas spécifique du basketball, on avait dit avant le départ que le budget avait été bouclé, mis à disposition de la fédération. Comment comprendre donc aujourd'hui qu'il y ait ces problèmes de primes? Ça, c'est un problème. Ça pose un problème de gestion. Voilà, ça c'est un problème interne peut-être à la fédération qui vont au CNRS, et je crois qu'ils vont donner des éclaircies sur ça. Mais les problèmes de procédure et tout ça, ça se pose toujours comme ça. Donc il y a voilà exactement. Mais là aussi, je ne sais pas en fait en termes de réflexion, est-ce qu'on ne peut pas anticiper? On sait que l'équipe nationale de basket joue à telle date. Pourquoi l'argent n'est jamais dégagé à temps? Et vous entendez toujours le même argument qui revient avec le directeur de la haute compétition ou le ministre des Sports, des problèmes de trésorerie. Vous savez, le trésor public, ça prend du temps pour qu'on dégage l'argent, etc., etc. À un moment donné, vous n'entendez pas ça? Exactement, ça aussi, c'est une partie du débat. Quand tu poses le débat, tous ces problèmes vont sortir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas traiter les sportifs aussi comme on traite le ministère des Infrastructures. C'est pas possible. Parce que nos façons le sport, c'est presque urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se blesse, on ne peut pas aller faire une note pour sortir, ensuite faire la procédure. C'est pas possible. Donc, il faut que les procédures de décaissement soient beaucoup plus allégées du côté des sports. Ça ne peut pas dire qu'on ne va pas badiner avec la transparence, mais c'est important qu'on allège un peu les procédures. Mais tout ça, ça entre dans un débat général qu'il faut poser sur la haute compétition au Sénégal. La haute compétition, il faut bien la repenser. Je crois que c'est important et qu'aujourd'hui, on ne peut pas être sur tous les fronts. Il est temps qu'on fasse ce qu'on peut faire et qu'on donne les moyens, le maximum de moyens aux compétitions. Où on peut gagner, on a des chances de gagner. Alors justement, on va reparler de ce débat-là, mais faire comprendre un peu aux Sénégalais, ou en tout cas au monde du sport, les difficultés liées à la gestion du sport, excusez de la répétition, au Sénégal. C'est un problème de budget, tout simplement. C'est un problème de budget, Manfatou, vous l'avez dit, sur l'exercice 2013-2014, pour un budget de 2100 milliards de francs CFA. Est attribué au monde du sport pour le financement, mais également pour l'investissement, pour la gestion également des compétitions internationales. Cela pose un problème de moyens et souvent, cela plombe un peu le développement et l'envol de nos sportifs. Cheikh Tidiane Dione, Mohamed Dia. Le sport, parent pauvre au Sénégal, sur 2100 milliards votés lors de l'arbitrage budgétaire national, est réparti entre différents secteurs. Seul 0,25% est affecté au financement et à l'investissement du sport. J'ai dit par rapport au budget alloué aux infrastructures, c'est un budget qui est là.
mais qui ne sera jamais suffisant. Même si ça dépasse 0,25, ça ne sera jamais suffisant. On sera toujours confronté à des problèmes, mais nous sommes appelés à trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est pourquoi tous les acteurs concernés par ces travaux supplémentaires se rencontreront et nous allons trouver les voies et moyens de commencer à solutionner ces problèmes-là. C'est le budget alloué au ministère des Sports qui est de 0,25%. Mais le budget du sport dépasse de loin 0,25%. Dans la majorité des pays au monde, le premier bailleur du sport est le ministère de l'Éducation nationale. À travers le salaire qu'il paye aux enseignants d'éducation physique, à travers les moyens qu'il met au niveau du sport scolaire et universitaire. Dans des pays comme le Sénégal, qui ont opté pour la décentralisation irréversible, c'est-à-dire approcher les des administrateurs, le deuxième bailleur, c'est le ministère des collectivités locales, parce que le sport est une compétence transférée. Troisième bailleur, ce sont les ministères des forces armées, ce qu'on appelle les militaires et paramilitaires, parce que tout le monde sait la place qu'a le sport au sein des armées et des polices. Ensuite, et il ne faut jamais l'oublier, il y a les ménages, c'est-à-dire les familles, à travers l'investissement qu'elles font au niveau de leurs enfants pour les écoles de sport, à travers l'équipement que les ménages payent, à travers le spectacle sportif qu'ils payent. Ensuite, les médias aussi participent dans le financement sport. Et c'est tout ça qui fait le budget du sport. Donc, il faudrait qu'on lève cette confusion en assimilant le budget du sport au budget du ministère des Sports. C'est deux choses totalement différentes. 900 millions pour alimenter toutes les fédérations et subdivisions annexes, une enveloppe jugée insuffisante pour supporter toutes les charges liées aux dépenses et frais techniques pendant les compétitions à l'échelle sous-régionale et internationale. 900 millions pour la haute compétition au Sénégal, véritablement, ça ne veut rien dire. Ça, ce n'est pas du haut niveau. Parce qu'une fédération sérieuse qui a des ambitions a besoin de plus de 900 millions. A fortiori, 45 fédérations qui doivent se partager 900 millions pour le haut niveau. Tant que nous sommes en train d'arbitrer 900 millions pour toutes nos fédérations, ça veut dire qu'on ne s'installera jamais dans le haut niveau. Le budget du sport peut, comme on dit, aider une discipline sur le plan local à émerger, à faire surface. Le budget du sport, aucun pays d'ailleurs, aucun pays ne peut à ce jour prendre en charge les compétitions des fédérations. Nous en avons au Sénégal 47 aujourd'hui. Et toutes les fédérations veulent aller vers le monde. Et vous tombez souvent sur des fédérations qui proclament d'aller au monde et qui n'ont pas un championnat national. Évidemment, comparaison n'est pas raison. Par exemple, le budget global attribué au sport national est largement inférieur à celui de la Fédération ivoirienne de football ou à la Fédération nigériane de foot. Et paradoxalement, nous voulons rivaliser avec ces pays. La Fédération ivoirienne de football a participé à plusieurs Coupes du Monde avec des retombées que l'État ivoirien a pu utiliser de manière rationnelle. Contrairement à nous, qui en 2002 le Sénégal en 2002 a dilapidé les retombées de la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est la première explication. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a su fructifier ses participations à la Coupe du Monde. Deuxième raison, le Sénégal, aujourd'hui, pour cette année, nous avons 28 fédérations qui ont participé à des championnats internationaux, à des compétitions internationales. Et ça, je le dis, en Afrique, il n'y a que le Sénégal qui le fait. Le sport est une locomotive là-dedans. Le sport ne peut pas aller séparément. Le Sénégal fait partie des 22 pays au monde, les plus pauvres. Il ne peut pas s'aligner, comme on dit au départ des 40 premiers pays au monde. Mais tout ça, c'est à rendre au public. C'est à expliquer au public. L'espoir du 1% du budget national alloué à l'investissement est quasiment une question qui est sur toutes les lèvres. Nombreux sont des dirigeants du sport local qui rappellent au président Macky Sall sa promesse à porter le budget à ce pourcentage. Je peux vous dire ce qu'a dit le président Macky Sall. Je vais amener le budget progressivement vers 1%. Mais je dis bien le budget d'investissement et non le budget de fonctionnement. Et je pense que nous sommes sur cette tendance. Bien qu'il faut l'avouer, aujourd'hui, le budget alloué au sport, 0,25%, on doit véritablement l'améliorer. Mais ce que nous devons faire, c'est de concourir à ce que tous ceux qui participent au financement du sport puissent en réalité avoir une vision commune
de ce que chaque acteur doit faire. Même si le budget était revu en hausse, autrement, ça ne changerait à rien. Parce que nous sommes à une période où il nous faut être moins présents dans le monde. Parce que nous avons à refaire l'interne. Nous avons à refaire ce qui existe sur le plan national. Regardez, le football qui est international, le basket qui est international. En ce moment, le football et le basket, qui sont des disciplines appelées le plus gros du temps à prendre part à l'actualité internationale, ne peuvent pas organiser. Au jour d'aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas organiser une CAN. Au jour d'aujourd'hui, le basket, le Sénégal du football ne peut pas organiser une CAN. Le basket ne peut pas organiser une CAN. Et le basket est au championnat du monde. L'argent investi pour aller au championnat du monde aurait pu régler le problème du basket au Sénégal. Merci pour la réflexion, très très intéressante. En fait, ça pose plusieurs questions. Alassane, un peu, qu'est-ce que vous retenez déjà de ce reportage? Et sur ce débat concernant le budget, 0,25%. Nongo nous dit que bon, quand ils arrivaient, c'était à 0,1, donc 0,25. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire, ce budget aussi minime? Ben, ce que ça m'inspire, c'est ce que ça inspire à tous les sportifs du pays. C'est que nous voulons nous imposer en Afrique et dans le monde, mais ce sera encore très difficile. Ce n'est pas en tout cas demain la veille, comme on dit, que nous aurons ces sportifs de haut niveau bien encadrés et qui pourront rivaliser en tout cas avec les meilleurs de l'Égypte, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire. Mais moi j'ai une inquiétude qui est beaucoup plus générale même qu'au Sénégal. C'est que c'est en Afrique où il y a le problème. C'est qu'on parle aujourd'hui du basket. Quelque temps avant c'était le football. Mais c'est le sport en Afrique lui-même qui est problématique. Parce que moi j'ai entendu lors de la Coupe du Monde de football, toutes les équipes africaines pratiquement posaient une question de prime. Même le Nigeria, dont on n'avait pas l'habitude d'entendre en tout cas la voix des... Les seuls d'ailleurs à en parler. Les seuls à en parler d'argent là-bas, c'était les Africains. Certains sont allés juste dans les toilettes prendre leur prime, devant les caméras internationales. Alors je suis inquiet parce que je me dis, on voit le sport africain en général, mais le football également, qui m'intéresse moi au plus haut point. Mais la question, cher, qu'on peut se poser, est-ce qu'en Afrique, au Sénégal, on sert le sport ou on se sert du sport? Parce que là aussi c'est une question, parce que pour les primes par exemple concernant la Coupe du Monde, il n'est pas pensable que les joueurs puissent poser la question. C'est vrai que après il y a eu beaucoup de gens qui se sont énervés sur les Camerounais, question de patriotisme, mais la FIFA dégage un budget pour chaque pays qualifié. On sait, c'est des fourchettes, on détermine la prime que doit gagner chaque joueur. Les Français, ils ont eu leur prime virée sur leur compte avant même leur départ. Ils savaient comment ça se passait. Aujourd'hui, si on voit que les joueurs africains se révoltent, c'est peut-être parce qu'ils ont l'impression que leurs dirigeants ne mettent pas l'argent là où il faut. S'ils ne réclament pas, tout le monde dit oui, il faut lutter pour la patrie, travailler pour concourir pour l'Afrique, le continent. Mais la question qui se pose en réalité, c'est si je ne réclame pas les sous, où iront ces sous? Peut-être dans le compte du président de la fédération ou chez le trésorier de la fédération. Donc il y a aussi une question de probité, de morale qui se pose. Mais ça pose la question de la personnalité de qui doit être dirigeant. Parce que quand vous voyez un dirigeant qui n'a pas de qualification professionnelle, qui n'a pas de métier, profession, il te dit je suis dirigeant de sport. C'est un dirigeant professionnel qui attend un transfert, qu'on transfère un joueur ou bien qu'on donne un budget pour défalquer sa part. Dire que oui, j'avais prêté tant, amener des factures. Et ça pose problème. Effectivement. On a des mercenaires à la tête de certains sports et ça ne nous sert pas. Et puis on parle de dirigeants. Souvent, ce ne sont pas les dirigeants du foot en tant que tels qui sont responsables, mais plutôt les politiques. Parce que le problème en Afrique, c'est que le sport, il est plus géré par les politiques que par les sportifs. Par exemple, tu vois, une fédération de football qui n'est pas autonome, qui est obligée d'attendre de l'État le budget de son fonctionnement qu'elle-même. C'est ça le problème. Ça aussi, je suis pas totalement d'avis, hein, parce que nous, en tout cas, ici au Sénégal, les fédérations tendent à être autonomes, spécialement la fédération de foot, qui fait beaucoup d'efforts. Hein. La fédération de foot fait beaucoup d'efforts par rapport au passé et qu'aujourd'hui, elle prend en charge une très grande partie des compétitions.
Mais les politiques ont le droit de dire leur mot parce que c'est eux qui financent. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, je crois que le plus grand problème, ce n'est pas seulement, ce n'est pas les politiques, mais c'est les fédérations. Les fédérations doivent avoir de bons dirigeants. Il doit y avoir un statut du dirigeant fédéral. Je crois que c'est important que la réflexion soit posée et qu'elle doit être plus profonde. On peut même avoir un professionnel dirigeant, si c'est possible, dans un monde de sport business, par exemple, si le sport a mené de l'argent. Mais aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, c'est quand même difficile de vraiment être seulement un dirigeant sportif comme métier. Mais donc, ici, on a vu au Sénégal, en président de fédération de basket, mettre la main à la poche pour régler des problèmes ponctuels, alors que l'État du Sénégal qui était en préparation, de l'eau à boire. Non, mais Malal, est-ce qu'aujourd'hui aussi, on ne doit pas se poser la question sur l'autonomie des fédérations? Aujourd'hui, peut-être, moi, je pense que le débat doit se diriger vers là. C'est vrai que nous sommes dans un pays pauvre où l'État doit tout faire. Je veux dire, on parle de l'autonomisation de la Fédération sénégalaise de football, mais je pense que pour les budgets, vous avez été les premiers alertés au niveau de l'État. Mais comment faire aussi pour rendre notre sport attractif? Je pense que aussi c'est un débat qui se pose. Avoir des sponsors, pouvoir être autonome, pouvoir déterminer son budget, aller faire des compétitions sans chaque jour taper à la porte de l'État, à un moment donné aussi. Par exemple, aujourd'hui pour le football, je l'ai dit et je l'ai redit, je ne peux pas comprendre que l'équipe nationale du Sénégal n'est pas une boutique où on peut acheter les maillots du Sénégal. Mais non, et ça, c'est une rentrée d'argent. Moi, je crois que l'État aiderait le monde du sport en imposant à certaines sociétés nationales de s'impliquer plus dans la responsabilité sociale d'entreprise, d'accompagner plus le sport. Vous voyez des grandes sociétés nationales qui n'aident aucune discipline. Ils préfèrent aller restituer un vieil bâtiment, aller construire une statue quelque part, plutôt que d'investir 50 millions dans une discipline. Je crois aussi, là aussi, l'État, par le biais du ministère des Sports, par le biais du ministère des Finances, doit obliger ces entreprises-là à mettre la main à la poche pour développer le sport. Je suis d'avis, je crois que des propositions semblables ont été faites en ce sens et que l'État, par le biais de ces entreprises publiques, doit faire quelque chose, c'est important. Mais aussi, il faut savoir aussi que beaucoup d'entreprises ont des engagements de résultats aussi. Hein. Il ne faut pas s'asseoir ici et dire... Voilà, mais c'est ce qu'on croit. C'est des entreprises qui ont des engagements. Imaginez par exemple une société de téléphonie mobile qui s'engage à donner 10 francs par carte de recharge vendue au monde du sport au bout d'une année. C'est combien d'argent? 10 francs seulement par carte de recharge vendue. Malal, l'État ne détient pas. Je vais vous donner un exemple. Pour que cela se fasse, il faut que le monde du sport le mérite d'abord. Et pour le mériter, je pense qu'au préalable, il y a une organisation à faire, une transparence à respecter, et ce n'est pas encore le cas. Le sponsoring en général, ça je parle en tant que professionnel de marketing de sport. Le sponsoring, ce n'est pas une affaire de mendiant, ce n'est pas une affaire de charité. Il faut mériter. Il faut vraiment donner du spectacle, faire en sorte que tu mérites les 10 francs des compagnies. Parce que ces compagnies-là, elles sponsorisent d'autres événements. Mais ces événements produisent suffisamment de spectacles pour elles. Et si le sport ne produit pas, là, c'est une réflexion qui émane des fédérations. Il faut que la réflexion soit beaucoup plus profonde. Alors, c'est un large débat. Pour en revenir à notre débat, il a été question durant le magistère de Mbagnick Ndiaye de réformer les textes. La commission installée en janvier 2013 a finalement rendu ses travaux, réadapté le règlement du sport sénégalais au contexte actuel. Le statut du sportif de haut niveau, un organisme de lutte contre le dopage, sont parmi les points revus et corrigés, mais difficile d'établir un agenda pour l'adaptation et la mise en application de ces nouveaux textes. C'est un sujet signé Cheikh Sadibou Diarra, Mody Gueye et Ababacar Camara. Une refonte des textes qui régissent le sport au Sénégal, une priorité de l'ancien ministre des Sports Mbagnick Ndiaye à l'origine de la mise en place d'une commission chargée des réformes. Au texte actuel, un lifting s'impose. Ce texte date presque du début de l'indépendance.
traduisait peut-être un rapport de force qui était très favorable à l'État. On a vu qu'avec le temps, à partir des années 90, le mouvement sportif s'est un peu affranchi de la tutelle de l'État grâce au football. De ce fait, la pratique a vu naître aussi d'autres réalités, comme le dopage, qui devenait de plus en plus réel, en tout cas visible, même si ce n'était pas prouvé d'un point de vue scientifique. On voyait vraiment des situations nouvelles qui apparaissaient, les problèmes de retransmission, les droits de retransmission dans le domaine du sport, les enjeux financiers. Donc tout cela fait que les textes qui dataient des années 60 ont été dépassés. Et il fallait maintenant les remettre en tout cas au goût du jour. La commission de réforme des textes du sport au Sénégal était installée le 9 janvier 2013. Pendant 8 mois, ses membres ont procédé à plusieurs mises en jour de la loi au statut du sportif. Nous avons revu aussi la loi, le décret. C'est même un arrêté qui porte délégation de pouvoir. Donc nous en avons fait un décret pour redéfinir ces rapports entre l'État et le mouvement sportif. Il y avait aussi un organisme de lutte contre le dopage. Il y avait aussi les diplômes et titres exigibles pour la pratique, parce que maintenant, tout le monde, il ne fallait pas que tout un chacun, comme on le fait maintenant, les problèmes de cooptation, tous ces problèmes qui faisaient l'objet de conflits entre le mouvement sportif et l'État a été remis en question. Il y a eu un texte aussi sur le statut du sportif de haut niveau. Effectivement, avec les règles, les droits, les devoirs, les conditions, l'aptitude. Pour Fallou Ndiaye, l'option à prendre pour le financement du sport a été une préoccupation pour la Commission face au dilemme fonds ou fondation. Elle a trouvé un consensus. Nous avons pensé au niveau de la Commission proposer une structure assez hybride, une agence, on l'avait appelée agence à l'époque, et on pensait que cette agence ayant été créée par l'État et un statut public, semi-public, public, aurait nécessairement le pouvoir de l'État. Parce que dans le sport aujourd'hui en Afrique, en tout cas dans les pays sous-développés, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas faire du sport sans l'État. Il y a les moyens de l'État. Donc il fallait compter sur les moyens de l'État avec le fonds. L'agence, maintenant, prendre la souplesse d'une structure privée. Et aux dernières nouvelles, je pense que le président a opté pour un fonds dans un premier temps, tout en laissant aussi la latitude au mouvement, au comité olympique qui portait ce projet, de mettre en place la fondation. Le rapport des réformes a été remis au Premier ministre d'alors en septembre 2013. Depuis, elle tarde à être adoptée, constate avec regret le rapporteur. Donc, après avoir déposé, nous avions pensé que les textes allaient être pris. En gros, parce que tous ces textes ont une cohérence d'ensemble. Il ne s'agit pas de prendre un texte de l'extérieur. Et cela servirait de base, après 1 ou 2 ans, à ce que nous voulons, notre objectif, notre stratégie qui est l'élaboration du code du sport. Parce qu'en réalité, ce que nous voulions, c'est le code du sport. Parce que c'est ce code-là maintenant qui va prendre en compte l'ensemble de la dimension sportive. Mais malheureusement, nous avons déposé ces textes depuis septembre 2013. Force est de constater qu'il y a une lenteur. Les textes qui régissent le sport au Sénégal sont actuellement dépassés. Une réforme est donc primordiale à l'aube du professionnalisme dans le pays. Alors, une année, je ne sais pas qui peut répondre à la question, mais j'imagine que Ndongo est peut-être la personne la plus habilitée. On parle de réforme des textes, on dépose le rapport, 1 an après, rien ne bouge, alors qu'on nous dit que les textes du monde du sport sont obsolètes. Oui, bon, c'est un travail qui a commencé, qui ne peut pas se faire à nos jours aussi, hein, parce que moi j'ai le livre des nouveaux textes proposés, et que c'est pas un livre qu'on peut lire en un jour, en un mois, hein. Donc ça demande un travail approfondi, parce que un changement de texte, un changement d'orientation juridique demande vraiment une réflexion profonde. Et je pense qu'avant que ces textes soient promulgués, il faut un travail, et que je pense que le nouveau ministre des Sports en est conscient et qu'il va relancer ce travail, et ça va se faire. Mais est-ce qu'il y aura encore une réflexion sur la réflexion? Parce que finalement, qui doit réfléchir? Non, je ne crois pas que ce soit une réflexion sur la réflexion, mais quand des réformes sont proposées à la tutelle ou au gouvernement central,
on ne peut pas les adopter comme ça aussi, parce qu'il c'est une délibération, vraiment, il y a un engagement de responsabilité là-dedans. Donc il faut vraiment que ça soit profondément réfléchi. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je crois qu'avec le nouveau ministre aujourd'hui qui vient de venir, il va relancer les travaux, et je pense que dans des délais vraiment très respectables, on va arriver à nous. Justement, est-ce qu'avec ce changement de ministre tous les 6 mois, mais on n'a pas changé quand même de... Non. C'est votre... on n'a pas quand même changé. Le ministre des Sports, Nongo, même si ce n'est pas tous les 6 mois, il y en a suffisamment de changements. 3 ministres. Mais écoutez, les changements de ministres, c'est pas grave. Je crois qu'il faut prendre aussi... Le ministre, c'est le chef d'un groupe, mais le groupe, il est là, il reste. Les techniciens du ministère des Sports sont toujours les mêmes. Ils sont là-bas, ils travaillent dans différentes positions, mais ils sont là-bas, ce sont les mêmes personnes. Donc je ne crois pas que le changement de ministre puisse totalement affecter l'effectivité, l'efficacité même du ministère des Sports. Je crois qu'il y a des dossiers... Ça ralentit les choses. Je crois que ce n'est pas aussi grave que Vous n'allez pas encore rester pendant 12 mois avant de faire bouger, d'utiliser un peu la réflexion des J'espère que ça va se passer très rapidement. En tout cas, vous avez poussé la réflexion, c'est important parce que là, c'est peut-être vrai, hein, parce que moi aussi, il faut dire que quand même c'est un peu lent, mais ça va venir. Ça va se faire. Vous avez parlé d'accélérer la cadence, donc accélérer la cadence. Allez plus vite. Non, je crois qu'il ne pas. Mais juste une question avant qu'on passe au prochain sujet. Nongo, tout à l'heure, cher Tidiane le rappelait à juste titre, vous avez été sportif de haut niveau. On vient de quitter les championnats d'athlétisme de Marrakech. Nous sommes revenus avec une seule médaille. À Vicenne, je pense, hein, on lance du marteau en argent. Et tous les athlètes, je veux dire, ils peuvent passer les uns après les autres. Chaque semaine, se plaignent à chaque fois des conditions difficiles dans lesquelles ils s'entraînent. Vous avez été sportif de haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concilier sport de haut niveau et travail? Je veux dire, faire un travail pour survivre. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est exactement ce que je viens de dire au départ. Je crois que on revient sur ma proposition de départ. Ce qui se passe dans le sport de haut niveau aujourd'hui n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est la même chanson. On fait de notre mieux pour financer les sports, et quand ils reviennent, ils disent qu'on a perdu parce que tout simplement, on n'avait pas les moyens, on était dans de mauvaises conditions. Je crois que nous... C'est le part qui pose le problème. Oui, c'est d'accord, je suis parfaitement d'accord. Les conditions ne sont pas très bonnes, mais elles seront là, elles restent là, les conditions. On ne peut pas dire qu'elles vont changer demain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour changer ces conditions? C'est que nous aussi avons le devoir de revoir notre politique de haute compétition avec l'aide maintenant des sportifs. Parce qu'aujourd'hui, si un ministre prend la décision politique de dire que, écoute, maintenant on va financer 5 fédérations et on va leur donner le maximum, et maintenant on va essayer de faire avec ça. Les autres fédérations vont sauter sur le ministre pour le faire sauter. Est-ce que c'est pas ça le problème? Souvent, on taxe aux politiciens ou bien l'État du Sénégal de manquer de vision. Au lieu de financer des campagnes comme ça et de revenir bredouille, mais pourquoi ne pas investir sur les infrastructures, miser sur quelque chose, investir sur les potentiels, et viser un programme à long terme quand même. C'est exactement ça. Donc maintenant, on ne peut pas penser trop à chacun tire de son côté. Le karaté veut qu'on donne plus d'argent, l'athlétisme veut qu'on donne de l'argent, l'escrime veut qu'on donne de l'argent, le taekwondo veut... Tout le monde veut plus. C'est pas possible. Nous sommes un État qui n'est pas, nous sommes un pays qui n'est pas encore développé. On a le devoir de faire avec la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est quelques sports. La haute compétition doit avoir un thème. Et moi, le thème que je propose, c'est la gagne. On finance ceux qui sont pas capables de gagner quelque chose. C'est ce qui ne sont capables, ceux qui ne sont pas capables. Nous avons l'exemple de Kasséan qui était là il y a 3 semaines de cela. Il veut préparer les Jeux Olympiques de Rio. Et pour le moment, il attend l'État et il n'a rien. Et il perd du temps. Est-ce que c'est normal? C'est dans la proposition que j'ai faite.
Vous me rejoignez. Vous ne me critiquez pas, vous me rejoignez sur ce que j'ai dit. Je demande que nous tous, acteurs du sport, qu'on ait la franchise, qu'on se regarde les yeux dans les yeux pour se dire que ce n'est pas possible d'affronter le problème sur tous les fronts. Ce qu'il faut faire, c'est financer quelques sports et les donner le maximum de moyens. Et maintenant que les autres sports aient la patience d'attendre. Alassane, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que, honnêtement, c'est aujourd'hui, comme on dit, qui trop embrasse mal être un? Est-ce que c'est pas ce qui est en train d'arriver au sport sénégalais? Parce qu'il y a des sports mineurs, honnêtement, personne, à la limite, personne ne s'y intéresse, personne ne les connaît. Il y a d'autres qui ont plus de potentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous? Écoutez, moi, j'avoue que je ne comprends pas bien comment ça marche, parce que tous ces problèmes qu'on pose aujourd'hui avaient connu à l'époque un début de solution. Vous vous rappelez ici les politiques de mise en place des collèges d'élite. Oui, il y a eu ça. Il me semble même qu'avec l'arrivée du ministre sortant Magninga, il y avait quelque chose qui avait démarré également à Fatick. À Fatick, oui. Pour le centre de détection des jeunes talents. Exactement. Voilà. Est-ce que cela continue avec le nouveau ministre là? Oh, je pense Est-ce que cela existait avant l'ancien? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives de politique isolées parce qu'il y a eu un nouveau ministre qui est arrivé, en tout cas pour le sport. Mais ça avait donné quand même d'assez bons résultats. Cette politique au SNEPS de Thiès, où il y avait les meilleurs footballeurs, par exemple, dans le domaine du football que je connais le mieux, qui déjà étaient pris en charge toute la semaine et qui ne revenaient qu'en fin de semaine pour jouer dans le club. Le résultat que ça avait donné, c'est qu'on a eu une équipe nationale qui déjà était compétitive et était locale. Et qui est locale et qui avait été présente au Nigeria, au Ghana-Nigeria, à la CAN de Ghana-Nigeria avec Peter Schnittger. En 2000. En 2000. En 2000. La plupart de ces garçons-là. Bon, donc, mais subitement, tout cela a disparu. Mais sur le choix, honnêtement, est-ce que vous pensez que c'est logique aujourd'hui qu'au Sénégal, qu'on se dise qu'on a 0,5%, 25% du budget national, qu'on ne peut pas aller à toutes les compétitions, ce que préconise d'ailleurs souvent le chroniqueur et doyen Ablaye Diaw. Apparemment, Nongo est à peu près du même avis. Est-ce que ça vous semble logique? Ou alors il faut partir sur toutes les fédérations, sur toutes les compétitions internationales? Je suis même d'avis qu'il y a eu quelques années, certes, on avait critiqué cette forme de faire du gouvernement d'alors, je crois que c'était le gouvernement d'Abdou Diouf, où on était restés chez nous pendant, je crois, 2 ou 3 ans. Sans sortir. Pour travailler à la base. Exactement. Mettre en place les infrastructures, construire des équipes suffisamment fortes chez nous d'abord, et puis voilà, financer en tout cas certaines activités avant de commencer à sortir. On l'avait tenté, on l'avait critiqué à l'époque, mais après on a vu les résultats que ça avait donné. Ça a permis à chacun dans son coin de travailler à amasser un peu d'argent. C'est comme quelqu'un qui se prépare à aller à un voyage. Pendant 2 ans, il met des économies, il se prépare à ce voyage-là. Bon, souvent, ce développement en autarcie, ça peut créer des problèmes parce que quand vous sortez et que vous vous frottez à la réalité, là, certainement... Prenons le cas de la AS Pikine. Est-ce que la AS Pikine serait prêt, par exemple, à ne pas partir en Afrique parce que, tout simplement, le budget n'est pas réuni, ou voilà, son terrain n'est pas viable, ou alors ses joueurs n'ont pas forcément le niveau africain? Je veux dire, c'est vrai qu'à un niveau micro aussi, il faut que chacun se pose la question. Est-ce qu'on est prêt à déclarer forfait à une compétition africaine alors que, bon, voilà, on s'est qualifié? Mais ce ne serait pas une première au Sénégal. Je crois, en 1984, l'avait fait. Pour les mêmes raisons. Mais pour les mêmes raisons, parce que justement, comme le disait son ancien président à l'époque, lui, il ne veut plus être champion du Sénégal. Il n'en veut plus. Parce que c'est un cadeau empoisonné. Bon, mais moi, je pense que le doyen, je respecte quand même ce que le doyen a dit, mais ce n'est pas en restant chez soi quand même qu'on va progresser. Le Sénégal va aller disputer par exemple une Coupe du Monde. Tout le monde sait que si on gagne un match, 2 matchs, ce sera un exploit. Mais cette Coupe du Monde-là peut nous permettre d'aller être champion d'Afrique au Cameroun dans 1 an. On peut préparer la Coupe d'Afrique à l'interne, en construisant une nouvelle salle, en se préparant bien.
Mais je crois que la solution ne se trouve pas dans la fermeture sur soi, mais au moins de minimiser les dépenses inutiles. Je m'explique. Je dis que... Mais ça, c'est pas démocratique. Non, écoute, il faut maximiser ce qu'on a. Aujourd'hui, si par exemple, au lieu de dépenser 286 millions pour se préparer sur une Coupe du Monde, franchement, je suis basketteur, donc je ne dirais pas du mal du basket. Donc, au lieu de dépenser 286 millions pour préparer une Coupe du Monde, est-ce qu'on ne peut pas prendre 70 millions qu'on consacrerait ici et se préparer là? Ça ne nous empêche pas d'aller en Coupe du Monde, mais au moins on a réservé, on a gardé 200 millions de caisses qu'on pourrait utiliser ultérieurement. C'est ça la réflexion. La réflexion, c'est de maximiser le peu de moyens qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on va plus sortir, mais il faut vraiment faire en sorte que faire avec ce qu'on a. Très bien. Donc, merci. Donc, on va un peu avancer justement parce qu'il y a eu des footballeurs professionnels que Abdou Aziz Kane a rencontrés pour parler un peu du statut du professionnel au Sénégal. Alors, il y en a un qui s'appelle Mamadou Niang, il est de Niary Tally. L'autre, il s'appelle Idou Diouf, il est de l'AS Pikine. Donc, forcément, vous le connaissez bien, Alassane Dia. Ils ont accepté de parler de leurs conditions de vie, de leur statut de professionnel. Ils jouent au Sénégal, certes, mais ils pensent à une chose, juste partir, même si, en 6 ans de professionnalisme, des choses se sont améliorées. Suivons ce reportage d'Abdou Aziz Kane et de Ababakar Kamara. Déjà 6 ans, encore en balbutiement. Le football professionnel au Sénégal tarde encore à décoller pour prétendre offrir à ses pratiquants le vrai statut de sportif de haut niveau. Mamadou Niang et Idi Diouf sont des acteurs de ce foot pro. Niang, par exemple, a évolué dans l'ère pré-professionnelle avec Yaka de Rufisque avant de découvrir le professionnalisme avec HLM, Gorée puis Niary Tally. Pour lui, des avancées notoires sont observées entre les deux championnats. La différence, sur le plan du jeu, c'est un jeune Boubar. Sur le plan financier, tamit changé parce que je me rappelle bu ma nekk woon di commencé yaakaar prime de match rek lañ doon am amuñu woon leneen prime de match soo gagné lañ lay fay soo gagnéwul noonu ba saison bi jeex mais instant yi comme Niary Tally instant yi ñu ngi respecté seen engagement chaque mois avant le 6 dinañ percevoir suñu salaire waaw foofu daal am nañ fa évolution bu baax quoi. Idi Diouf a évolué en Ligue 2 avec la Renaissance de Dakar, côtoyé un centre de formation à Dakar Sacré-Cœur avant de découvrir l'élite avec l'AS Pikine. 3 clubs au mode de fonctionnement différent. Mais pour le buteur de la dernière finale de Coupe du Sénégal, il s'agit avant tout de choix et de responsabilités individuelles concernant le joueur. waaw fu ma nekk moom damay am contrat bu leer moom fu ma mos a joué yëpp damay am contrat yu leer moo may lié ak club bi su jeexee ñu xam ne jeex na fu may joué yëpp contrat bu leer moo may lié ak joueur yi mais du ma ñëw rek football noonu damay am contrat bu leer moo tax ma ñëw joué. su ma amul contrat du ma joué assurance su ma gaañoo yaa may faj su ma feebaree yaa may faj waaw loolu depuis waaw am naa conseil moom waaw sama grand frère dañ may conseillé sama coach mu ngi nii fu may dem dama koy woo ne ko Pape maa ngi dem fii moom moom formé depuis cadet. Mais les deux joueurs ne se leurrent pas, ils avouent volontiers que le foot local a encore du chemin à faire pour répondre aux exigences du haut niveau. waaw même Gorée tamit ñu ngi ko doon respecté même tamit HLM mais amoon na tuuti rëq-rëq quoi si ñaari club yooyu amoon na fu ñuy xaw a pêché tuuti des fois ñu amal la mais dinañ la fay non foofu moom difficulté bu ma gën a jàppanteel foofu la quoi parce que métti na trop parce que suñuy entraîné 8 heures il faut moo yeewu 5 heures et demie pour mën a préparer 6 heures moo mën fi quitter pour mën a yegg Demba Diop 8 heures mooy le quart parewaat ak embouteillage bi après tamit na la jëlaat 58 bi 10 heures presque 10 heures 20 laay génn si stade bi ñu yegg si waat fii ay midi 1 heure métti na trop quoi même suñu sama performance personnelle tamit da ciy joué salaire bi daal waaw baax na quoi ñu ngi si taxale mais daal xam nga bëggoon nañ tamit xam nga fii ak benn at wala fii ak décembre bi sax ñu mën a signer beneen contrat professionnel en Europe dans les pays arabes quoi. man su ma amee opportunité damay dem loolu ba léegi mooy sama objectif su ma amee opportunité du ma xalaatuma sax am opportunité toog Sénégal xalaatuma loolu man sama opportunité bu njëkk mooy jógee Sénégal dem am contrat professionnel. waaw su xam nga football Sénégal moom comme ni ñu koy waxee rek am daa may hauts et des bas da ngay toog dañ lay fay léeg-léeg nga toog duñ la fay
Pour ces acteurs, il n'y a qu'une solution pour booster le professionnalisme au Sénégal. Je veux accompagner le club. Nous jox club yi xaliss ñu accompagner len pour club yi mëna souvenir à leurs besoins quoi parce que club nga démé ci benn poste loolu neexul il faut état bi japp ci jox gaay moyens mo gën quoi pour football mëna avancer joueur yi mëna nek mëna tok Sénégal sa football quoi xam am lo xam suñ ko amone fi duñ dem fenen diko wuti mais suñ ko fi amul dañuy dem fenen mo tax championnat bi du am niveau parce joueur bi commencé percer fi gaay jël ko yobu championnat d'Afrique dañuy tok ñëwaat parce que lan joueur yi dañuy dem Sénégal ku jël championnat bi puis soo moytuwul déwén dina perte ay joueurs yu bëri ndax gars dañuy di contact ñu dem jouer à l'étranger li kam moo fi des. waaw gars yi tamit foog ñu état yi foog ñu jàppale président club yi parce que soo xoolee en général club yi ma jaar yëpp presque benn personne mooy financer club bi te day métti trop sax day métti trop foog état bi dugal ci loxoom sponsor yi tamit ñëw jàpp ci football bi football gën a jëm kanam. En 6 ans donc, le football professionnel au Sénégal se cherche encore. L'exode massif de ces talents précoces ne favorise certainement pas son éclosion. Il faudra encore du temps pour que les acteurs se disent qu'ils peuvent avoir le statut de sportif de haut niveau en restant au pays. Voilà, merci Abdouaziz Kane pour ce reportage. Alors Alassane Dia, vous l'avez entendu, hein, les conditions pas toujours évidentes. Quand on habite à Rufisque, on met 2h30 pour retourner chez soi après l'entraînement. Et surtout, hein, l'épine dorsale, c'est ce fameux départ dont rêvent tous les joueurs. Ils veulent tous partir. Idi Diouf vous a averti, hein, vous risquez de perdre beaucoup de joueurs la saison prochaine. Est-ce que vous avez fait une belle saison cette année? Dans lui-même peut-être, parce que déjà il était parti faire des tests en Israël entre la demi-finale et la finale. Il est revenu heureusement juste à temps. Et 2 semaines avant également, Ibou Cissé et Alon Mbaye sont partis. Mais ça c'est un problème. Alors la solution, on m'a dit mais quelle solution? J'ai dit mais donnez-leur ce qu'ils vont chercher à l'extérieur. Oui. Et ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que ces joueurs-là vont dans des pays limitrophes. En Gambie, que nous cherchons en tout cas à dominer. Voilà, ils vont au Maroc, ils vont en Algérie, en Afrique du Sud, en Guinée, Guinée-Conakry. Khadim Dia est allé professionnel là-bas. Il y a Khadim Dia, il y a un jeune joueur sénégalais qui vient du SNEPS de Thiès et qui a fait très forte impression sur la fin de saison. J'ai oublié son nom. Je me demande même s'ils ne vont pas actuellement au Mali et en Mauritanie. Donc c'est dire que en tout cas le Sénégal, alors que je me rappelle il y a quelques années de cela, Feu Mawad Wade insistait sur le fait d'ouvrir nos frontières aux footballeurs des pays limitrophes. Il avait même parlé à l'époque d'un Georges Weah, d'un certain Georges Weah, qui devait aller qui voulait choisir entre le Sénégal et le Cameroun. Finalement, il a choisi le Cameroun avant de s'exiler en France et de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc nous aussi, de manière stratégique, compte tenu de nos maigres moyens, faire en sorte de prendre les meilleurs joueurs de la sous-région pour qu'ils viennent animer notre championnat. Je me rends compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des Gambiens, il y a des Guinéens, mais peut-être pas les meilleurs Guinéens et les meilleurs Gambiens. Alors, on va se retrouver. Il faut d'abord aussi pouvoir payer ceux qui sont là, les Sénégalais, parce que aussi, avant de pouvoir ouvrir, il faut d'abord pouvoir. Et je pense que ça amène une autre réflexion. Ça veut dire qu'il y a trop d'équipes au Sénégal. Il faut se le dire. Il y a extrêmement trop d'équipes ici au Sénégal. Il faut qu'on arrive à géographiquement limiter les équipes. Aujourd'hui, imaginez-vous, aujourd'hui, l'ASC Fouta contre l'ASC Sine en finale de la Coupe du Sénégal. Imaginez ça. C'est un rêve, bien sûr, d'un jeune Sénégalais. Oui, mais écoute, mais ça doit se faire. Mais non, on doit partir vers une territorialisation des équipes. Aujourd'hui, à Mbour, c'est pas possible qu'il y ait dans une circonférence petite comme Mbour, qu'on ait 3 équipes professionnelles. C'est pas possible. Mais non, dans l'ère du football professionnel, ce n'est pas un problème. Vous voyez, par exemple, l'exemple de Londres. Rien qu'à Londres, il y a 6 équipes. Le règlement, il est là. Attendez, le règlement, il est là. On a un cahier de charge. Pour être équipe professionnelle, il faut ça et ça et ça. Tu remplis, tu te bats, tu graves les gestions et tu arrives. Non, à Londres,
toutes les équipes sont géographiques. Je connais Londres, je connais les rues exactement. Mais c'est les équipes de la même ville qui jouent dans un championnat le plus relevé au monde parce qu'ils ont les moyens. D'accord, mais c'est parce que le coin de rue là, de Everton, c'est le quartier Everton. Non. Everton est suffisamment grand pour contenir. Mais il y a un problème. Déjà, ces équipes qui sont à Londres, c'est des puissances financières. Et par exemple, on prend une équipe comme Chelsea. Il y a combien d'Anglais qui jouent dans cette équipe déjà? Il a mis 1 milliard d'euros pour acheter 5 joueurs. Alors qu'ici au Sénégal, c'est des jeunes de la Médina qui doivent jouer ici. On va pas aller prendre le cas de la France aujourd'hui. La France. Aujourd'hui, il n'y a qu'une grande équipe à Marseille. Il y a une grande équipe. Des équipes de Marseille, c'est plus grand que Dakar. Lyon, il y a une seule équipe. Paris, une ou deux équipes. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec la réflexion de Ndongo. Il faut une grande équipe avec une base affective énorme. Et je pense que cette équipe sera beaucoup plus facile à démarcher par les sponsors que les équipes traditionnelles du Sénégal n'ont pas de base affective. Quand des équipes de football se permettent d'emprunter aux politiciens leur exercice favori, le transfert et le transport de supporters, ça pose problème. Quand ils jouent, c'est des Pékinois qui viennent au stade. Mais par exemple, quand tu vas au stade, on te dit Dakar Sacré-Cœur joue contre Jaraaf. Hormis les journalistes, les amateurs du football, la tribune découverte, elle est vide. Il n'y a personne. Mais comment le Jaraaf s'est débrouillé pour perdre sa base affective? C'est ça aussi la question. Parce qu'aujourd'hui, le Jaraaf de la Médina, le Jaraaf, la Jeanne d'Arc de Dakar. Aujourd'hui, il y a d'autres équipes qui ont réussi à faire le travail. Oui, c'est très compliqué. Donc, il y a pas une équipe très populaire. Ils ont fait le miracle. Mais bon, en tout cas, cette rengaine qui consiste à dire à chaque fois il faut l'aide de l'État. C'est vrai qu'il faut l'aide de l'État. Mais tout à l'heure, tu parlais d'Ibrahim Abramovich qui mettait 1 milliard pour recruter des joueurs. Tu prends à Monaco, tu as un monsieur russe, milliardaire qui vient, qui prend une équipe. Voilà, vous prenez Paris. Donc aujourd'hui, il faut qu'au Sénégal, il y ait des milliardaires qui viennent prendre une équipe, qui investissent, qui mettent les joueurs. C'est ce qui se passe en RDC, le TP Mazembe, c'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas demander, c'est vrai. Vous parlez de Mazembe. Longtemps durant au Nigeria, c'est Iwanyao qui vient donner son nom à son équipe. Voilà. Et il met l'argent. C'est un monsieur. Gif Abiola, c'est un monsieur. Mais bon, c'est que le problème aussi, c'est que lorsque ces messieurs-là disparaissent, je crois que les exemples à mériter, ce ne sont pas les milliardaires qui viennent acheter des équipes. Je crois que les exemples à mériter ici pour le sport sénégalais, c'est une territorialisation des équipes. Il faut vraiment que les équipes aient des bases affectives. Je suis désolé, mais c'est une réflexion comme une autre. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, par exemple, je donne un exemple, le club africain, l'Espérance de Tunis, c'est des grandes équipes. C'est des équipes qui sont divises, qui sont partagées, le public tunisien. Des équipes qui peuvent compter 1 million de supporters, qui vendent des cartes à $1 l'année. Et là, je pense que l'exemple espagnol, quand même, est à méditer. Des clubs comme le Real Madrid et le Barcelone appartiennent à des socios. Ce sont eux qui décident. Florentino Pérez, Bartomeu, ils peuvent quitter la présidence, mais le club, il reste toujours fort. Ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain, de Chelsea. Nous autres Sénégalais, les premières équipes qui avaient à l'époque vraiment la latitude de dominer le football, le Jaraaf, la Jeanne d'Arc de Dakar, alors qu'ils étaient là, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on parle de football professionnel, ces équipes n'ont rien. C'est ça. Pas de siège, pas de terrain d'entraînement, pas de terrain pour construire, rien du tout. Alors qu'ils étaient là depuis 1950. Et ils avaient toute la possibilité de faire tout ce qu'ils voulaient, avoir des terres et tout. Mais rien, aller en Égypte, là où le Sénégal s'est regroupé pour la CAN 2006, ça appartient à une équipe. C'est un complexe sur une île, ça appartient à une équipe de football professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on peut on peut regretter tout ce qui se passe dans le sport sénégalais. Je pense qu'on critique beaucoup l'État, mais je pense qu'aussi les acteurs
acteurs sportifs sont très fautifs parce que non, mais ce n'est pas parce que voilà, ce n'est pas par rapport à un État à une République bien spécifique ou un gouvernement bien spécifique. Je parle sur le long terme. Exactement. On n'a pas travaillé, on n'a pas de vision. Donc voilà, les acteurs sportifs, comme je disais tout à l'heure, ça revient un peu à la probité morale. Finalement, on sert le sport ou on se sert du sport. Bon, on va avancer. On va parler du bilan de Ligue 1 parce que voilà, on va parler de foot un peu avec donc ce qu'on a vu cette saison, Malal bouclé le 23 juin dernier. C'est ça. Avec le sacre de l'AS Pikine qui gagne tout, excepté certains trophées. Le championnat d'abord pour la première fois, ensuite la Coupe du Sénégal. Une saison bien animée, bien mouvementée de part et d'autre, avec donc sur le terrain le nivellement des valeurs, avec des matchs très attractifs. Cher Sadibou Diarra s'y est intéressé. 26 journées, 182 matchs joués, 345 buts marqués, soit une moyenne d'1,89 buts par rencontre, avec un pic de 20 buts à la 7e journée. La saison 2013-2014 de la Ligue 1 sénégalaise a été prolifique et très disputée en haut comme en bas du classement. La place de leader a beaucoup changé d'occupant. De Port au début en passant par Jaraaf, champion à mi-parcours pour terminer avec l'AS Pikine. Le club pikinois sera finalement champion avec 49 points à une longueur de son dauphin Jaraaf. Duc et Yego sont par contre les relégués en Ligue 2, une zone de relégation qui a accueilli à la surprise générale le Casa Sport pendant un moment. Relégable à la trêve, le club du Sud va réaliser une remarquable remontée sous la houlette de Demba Ramata Ndiaye, de retour aux affaires pour finir 3e avec 41 points. C'est loin de la performance de Djambar et Olympique de Ngor. Les deux premiers de la saison dernière ont des grandes déceptions cette fois en terminant 9e et 10e. Alors que les bonnes surprises nous viennent des promus Stade de Mbour et Sunéor qui se sont sauvés sans trop de difficultés. À noter que la meilleure défense est détenue par l'AS Pikine, seulement 12 buts encaissés. La meilleure attaque échoua au Jaraaf, 36 buts marqués, bien aidé en cela par l'attaquant Ibrahima Diop. Meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations, le meilleur total sous l'ère du professionnalisme au Sénégal. Et puis à noter pour cette saison 2013-2014, une équipe a été particulièrement en vue, la vôtre, Alassane Dia, l'AS Pikine, auréolée de 2 titres. Les hommes, la méthode. Dans ce reportage, nous tentons de comprendre les clés du succès de l'AS Pikine. Cher Sadibou Diarra, Daniel Diouf et Moulou Diop. AS Pikine, championne du Sénégal, une première pour le club de la banlieue dakaroise. À quoi il faut ajouter la Coupe du Sénégal 2014 pour un doublé historique cette saison. Une consécration, une suite logique de leur performance ces dernières années. Pikine est vraiment dans la constance par rapport à la saison dernière. Pikine a été sacré doublement. Hein. Ils ont gagné le championnat, ils ont gagné la Coupe du Sénégal. Ça, c'est ce qui traduit qu'il y a un travail en profondeur qui s'est fait au niveau de la banlieue. Maintenant, ça peut s'expliquer sur beaucoup de fronts. Parce qu'aujourd'hui, Pikine a un stade qui lui appartient.